Lumière. 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 Lumière sur la perception de la musique par notre cerveau avec Emmanuel Bigon, professeur à l'Université Bourgogne-Europe et chercheur au laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement à Dijon. On connaît tous l'expression populaire « la musique adoucit les mœurs ». C'est certainement une phrase qui résonne aux oreilles d'un chercheur qui a consacré depuis de très nombreuses années ses recherches à la perception de la musique par notre cerveau. Il s'agit d'Emmanuel Bigon, professeur en psychologie cognitive et chercheur au laboratoire LEAD, CNRS, Université de Bourgogne-Europe. Il nous dira certainement que la musique n'est pas juste une activité superficielle, mais qu'il s'agit d'une nécessité pour la construction d'un être humain tout au long de la vie. Depuis quelques années, Emmanuel Bigon, qui est un musicien accompli, propose un spectacle scientifique de très grande qualité qui permet justement de comprendre l'impact de la musique sur notre cerveau. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Quels sont les effets avérés de la musique sur notre cerveau ? Alors, il y a plusieurs effets. Et si on reprend par l'ouverture, la musique régule les mœurs, oui, la musique régule les émotions. Elle adoucit les mœurs parce qu'elle régule les émotions. Mais sans doute, ce qu'il faut rajouter, c'est que cette régulation des émotions, elle a des effets sur l'ensemble du fonctionnement cérébral. Et ceci tout au long de la vie. Alors, très très fort, ces effets chez les tout petits, mais aussi à chaque fois que la vie vous bouscule un peu, lorsque vous avez une maladie, lorsque vous affrontez des événements difficiles, la musique est là pour réguler vos émotions et ça a un impact cognitif, ça a un impact général sur le cerveau. Quels sont donc les processus cognitifs qui sont mobilisés ? Alors la musique, elle sollicite trois grandes familles de processus, des processus intellectuels parce qu'il faut analyser les structures musicales de façon précise, mais cette analyse se fait conjointement avec une analyse motrice, c'est-à-dire quand on écoute de la musique, notre cerveau, notre cortex moteur et notre cervelet dansent en musique et ça nous aide à faire l'analyse et évidemment on ressent des émotions, on ressent quelque chose de sensible. Donc c'est la convergence de ces trois grandes familles de processus qui vont nous faire nous engager pleinement dans cette activité musicale et développer par des interactions en quelque sorte en boucle des compétences cognitives. Mais comment pouvez-vous concrètement évaluer cela ? Alors, quels sont vos outils de travail ? Est-ce que vous faites passer des IRM aux personnes sur lesquelles vous travaillez, avec lesquelles vous travaillez, ou des encéphalogrammes ? Alors, on peut, c'est comme toutes les études dans notre domaine, les évaluer avec deux niveaux. Au niveau comportemental, c'est-à-dire qu'on regarde comment une stimulation musicale peut permettre de mieux accomplir une tâche ou de mieux récupérer des capacités qui ont pu être lésées par une lésion cérébrale ou parce qu'on a un enfant, par exemple, en situation de retard scolaire. Et on peut également regarder comment ces effets de la musique se traduisent au niveau neurophysiologique, alors avec toutes les techniques des neurosciences. Et sans doute, les études les plus passionnantes qui sont faites actuelles sont celles qui portent sur les grands prématurés et qui montrent que lorsque l'on fait entendre un peu de musique, 8 minutes de musique par jour aux grands prématurés, cette musique va aider à la maturation des réseaux neuronaux dans le cerveau du grand prématuré. Ça, c'est un phénomène tout à fait passionnant parce que ça montre que la musique change vraiment l'architecture de notre cerveau et son fonctionnement. Est-ce que tous les types de musique résonnent de la même façon dans notre cerveau ? Ça, c'est une excellente question. En fait, il y a des milliers de styles de musique si vous considérez toute l'histoire de la musique en Occident, mais par ailleurs, et si vous considérez toutes les cultures dans le monde entier qui font de la musique. Et tous ces styles de musique sont en quelque sorte des fenêtres qui mettent un petit projecteur sur un aspect, une caractéristique particulière de notre fonctionnement cérébral. Et en tant que spécialiste du domaine, notre tâche, c'est de comprendre quel style de musique on doit utiliser pour être au plus proche des effets qu'on veut obtenir en fonction évidemment des besoins de l'enfant, de l'adulte, du patient que l'on a en face de nous. Donc un patient qui a des problèmes d'élocution, par exemple, on n'utilisera pas du tout le même type de musique qu'un patient qui aurait des problèmes de mémoire, chez des patients Alzheimer, par exemple. Mais si je passe du hard rock, est-ce que ça a les mêmes effets que du Mozart ou de la musique classique ? Alors, ça, c'est une autre question, c'est quels sont les effets que la musique peut avoir sur nos émotions, et ça va dépendre, bien évidemment, des types de musique. Alors, ça va dépendre des différents niveaux de représentation. Bien évidemment, il y a des représentations qui sont assez immédiates, comme l'énergie qu'il y a dans le son. Par exemple, du hard rock, c'est très énergique, mais on a aussi des musiques classiques qui sont très énergiques. Et ensuite, il y a une représentation qui va être socio-culturelle. Le hard rock véhicule des représentations sociales qui sont pas les mêmes que la musique classique, et selon l'appartenance sociale,
social de celui qui écoute sera des effets différents. Donc on a plusieurs couches, si vous voulez, de filtres qui vont influencer la façon dont on va recevoir la musique. Alors, sommes-nous réceptifs de la même manière à tous les âges de la vie ? De la même manière, je ne sais pas, mais on l'est tous tout au long de la vie. Par exemple, les bébés et même les grands prématurés maintenant, puisqu'on fait des études tout à fait remarquables là-dessus, sont extrêmement réceptifs à la musique, mais on peut pas dire que ça soit de la même manière qu'une personne qui, par exemple, comme j'ai pu le voir, sort d'un bloc opératoire après une hémorragie cérébrale. Par contre, ce que l'on sent de façon unanime et univoque, enfin universelle peut-être, c'est le lien que la musique crée avec l'autre, c'est-à-dire l'être humain. C'est-à-dire que c'est sans doute ça que sent intuitivement le tout jeune bébé, voire le grand prématuré, cette espèce de présence humaine qui s'inscrit par le son, et les patients qui sont en grande détresse après un choc comme un AVC par exemple, c'est ça qu'ils entendent en premier. Donc sans doute cette dimension humaine qui s'exprime dans le son musical est le dénominateur commun aux effets de la musique tout au long de la vie, et c'est un petit peu ce qu'on a expliqué dans notre ouvrage avec Barbara Tillman, la symphonie neuronale. Et l'impact de la musique écoutée ou de la musique chantée ou de la musique jouée est-il le même sur notre cerveau ? Alors, plus on s'engage dans une activité et plus notre cerveau va être impliqué. C'est sûr que si on écoute attentivement la musique, on va avoir des effets déjà de cette écoute, mais si on pratique, si on chante sous la douche, si on danse la musique à la maison, on est déjà plus engagé. Si on fait un instrument, quel que soit l'instrument, on est plus engagé. Si on rentre dans une chorale, on est plus engagé. Donc c'est un petit peu de la même façon si vous regardez du sport, si vous faites un peu de sport chez vous et si vous courez beaucoup, vous êtes plus ou moins engagé. Les effets seront évidemment pas tout à fait les mêmes. Alors, ma question, c'était aussi, par exemple, si quelqu'un écoute de la musique sur son ordinateur ou sur je ne sais quelle plateforme, ou s'il écoute de la musique en train d'être jouée, si c'est la même perception ou pas. C'est pas forcément de la faire soi-même, mais même de la voir en live. Alors alors bien sûr, c'est pas du tout la même chose. D'abord, le son est pas le même parce que lorsque vous écoutez, désolé pour la radio, mais des sons qui passent par un codage numérique, souvent, on perd beaucoup d'informations et les systèmes de diffusion ne sont pas du tout les mêmes qu'un corps vibrant qui vibre dans un espace multidimensionnel, alors que le haut-parleur vibre pas du tout de cette façon-là. Donc déjà, on a une qualité de son qui est pas du tout la même, et ensuite, bien évidemment, au concert, on voit le geste musical se préparer, donc on a une sorte d'engagement, embodiment comme on dit dans la recherche, un engagement corporel qui est complet par le jeu des neurones miroirs, etc. Donc bien sûr, il faut aller au concert, et c'est 1000 fois plus riche pour l'oreille, mais pour tout notre cerveau, parce que c'est une expérience immersive, comme on le fait d'ailleurs dans les musiques actuelles. C'est pour ça que les musiques actuelles sont des musiques de concert, et c'est des musiques qui marchent très bien. Alors, la musique qui stimule le système de récompense, la musique qui calme, qui apaise, peut-elle être utilisée comme un véritable médicament dans certains cas ? Alors, l'utilisation de la musique comme médicament, c'est un peu trop fort pour nous autres scientifiques. Il faut être prudent parce que ce qu'on peut dire, c'est que ça soutient la médicamentation. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que d'utiliser la musique permet de réduire les doses de médicaments. Donc, on a fait une thèse là-dessus sur la douleur avec Gérard Mi, qui est spécialiste neurologue de la douleur. Et ce qu'on montre, c'est que le soutien musical réduit les doses de médicaments. Lorsqu'on travaillait avec des patients Alzheimer, ce que nous disaient aussi les institutions, c'est qu'après nos séances musicales, il y avait moins de demandes d'appels le soir. Vous voyez, des patients qui appellent parce qu'ils sont anxieux. Donc on a des effets qui sont pas substitutifs aux médicaments, parce que la musique va pas soigner comme un médicament au sens technique du terme, mais qui peuvent se combiner. Et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut comprendre la musique est une aide aux soins. Vous avez longtemps travaillé, justement, nous en parlions, avec des personnes atteintes d'Alzheimer. Pouvez-vous un petit peu nous rappeler l'histoire que vous avez eue sur vos recherches Oui, volontiers. Alors c'est vrai qu'on lisait des choses tout à fait merveilleuses sur la musique qui réveillait des patients. Il y avait des vidéos d'Oliver Sacks là-dessus et j'avais un peu du mal à y croire. Donc j'ai demandé à mes amis musiciens du conservatoire, on va y aller. On est parti dans des EHPAD compliqués au fin fond de la Bourgogne, à Decize notamment, et à travailler des journées entières avec ces patients. Et on a vu des choses effectivement qui sont presque miraculeuses, dans le sens où la musique peut réveiller en fait l'identité des patients. Ce qui est dramatique avec la maladie d'Alzheimer, c'est que le patient, en perdant la mémoire, perd son identité. Il perd son identité aux yeux des autres aussi, donc il n'existe plus en tant que monsieur ou madame un tel. Et la musique a la possibilité de réveiller la mémoire autobiographique,
psychologique est donc de remettre le patient en contact avec son identité, ce qui a des effets pour lui, mais aussi pour les soignants. Et une fois que cela est mis en place, on peut faire un travail cognitif. Donc je vous donne juste un exemple très simple. Au lieu de leur jouer les chansons, la Morvandelle par exemple, qui était dans le Morvan une chanson traditionnelle, on leur faisait des variations de la Morvandelle. Donc on les faisait travailler parce qu'ils nous regardaient, ils disaient, ça me rappelle quelque chose, mais je sais pas exactement quoi. Et on leur donnait des petits indices musicaux. Donc on faisait vraiment un travail de stimulation cognitive, tout en réveillant leur mémoire autobiographique. Donc c'est ça l'avantage de la musique, vous voyez, c'est de pouvoir faire un travail cognitif tout en étant dans une relation bienveillante avec le patient. Et alors du coup, c'était une recherche, hein, donc ça a été publié, etc. Mais derrière, est-ce qu'il y a eu des effets réels? Enfin, pas des effets réels, mais est-ce que cette expérience a conduit les institutions à mettre en place des choses particulières? Alors il y a eu des exploitations commerciales, il y a des gens qui sont pas idiots et qui ont mis des jukebox dans les EHPAD, donc ils ont vendu des tas de jukebox. Ça s'appelle la borne mélo par exemple. Dans un sens, c'est très bien, mais j'appelle ça une exploitation commerciale parce que écouter du Charles Trenet tel qu'il était enregistré par Charles Trenet, c'est pas de la stimulation cognitive, c'est plutôt même un entretien de la nostalgie. Et c'est pas du tout ça qu'il faut pour ces patients. La nostalgie, elle nous aide pas. Donc, il faudrait pouvoir avoir des musiciens intervenants qui soient formés et qui interviennent. Mais je pense qu'il faudrait qu'on ait une étude économique qui montre que le coût, le gain économique de ce type d'intervention paierait largement le coût des intermittences du spectacle qui viendraient travailler là-dessus. Mais il faut une action vivante parce que c'est cette notion de musique vivante, musique live comme disent les Anglais, qui a son pouvoir thérapeutique. Un jukebox, ok, mais c'est pas tout à fait pareil. Alors, vous avez une chaire de médiation scientifique et dans ce cadre, vous avez pu développer donc un spectacle scientifique, la symphonie neuronale ou la symphonie des neurones, vous allez me reprendre. Alors, pouvez-vous nous décrire un peu tout ça? Déjà, c'est quoi une chaire scientifique? Alors oui, c'est un projet qui existait, qui a été développé par l'Institut universitaire de France, mais qui existe aussi au CNRS, d'encourager les scientifiques à médiatiser leurs recherches pour faire comprendre à la société l'intérêt de ce que les scientifiques font. Et donc nous, comme on avait dans le domaine des neurosciences de la musique fait des découvertes qui étaient avec des impacts sociétaux, comme je viens de le dire, assez intéressants, il me semblait pertinent de le faire découvrir. Mais c'est vrai que le format des conférences, même des TEDx qui sont des conférences gentilles, où il y a un savant qui explique gentiment aux autres, ça marche pas. En fait, en tout cas pour notre domaine, ça marche pas. Donc il faut vraiment une expérience immersive. Si je vous dis que la musique vous fait des effets, je joue et tout de suite vous sentez l'effet. Comme ça, l'intelligence sensible est immédiatement là pour confirmer ce que l'intelligence intellectuelle entend. Et c'est cette convergence que j'appelle des savoirs et des saveurs intuitifs qui est de ces deux cerveaux, le cerveau cognitif, le cerveau sensible, qui fonctionne bien. Donc on a fait d'abord des conférences-concerts qui s'appelaient Lorsque la musique fait swinguer les neurones. Ensuite, on avait fait une pièce de théâtre qui s'appelait 3 notes pour un cerveau. Et après, j'ai voulu faire un cabaret qui s'appelle l'Odyssée musicale du cerveau, toujours avec la même troupe de musiciens. Et là, cette fois, on est dans le cerveau. D'ailleurs, le CNRS nous a soutenus pour ce projet, on la remercie. On est dans un cerveau qui s'active en temps réel. Donc, on a des lumières LED, tout un réseau de lumières LED qui mime le réseau du cerveau. Et on fait une sorte d'IRM, si vous voulez, sur scène, didactique, on va dire. Et les gens comprennent les effets de la musique tout en les ressentant et en les appréciant en termes parce que c'est un vrai spectacle musical avec une chanteuse, une quatuor à cordes qui joue, etc. Oui, je confirme, hein, on est assisté aux représentations. Alors, quelles sont vos prochaines étapes dans votre travail de recherche et sur le spectacle également? Alors oui, il y a deux actions dans ma recherche. Il y a l'action principale, c'est de continuer à montrer que la musique peut être utilisée de façon utile pour la société, notamment dans le domaine de l'éducation. Donc on a un peu un enjeu d'essayer de musicaliser l'éducation, et c'est-à-dire qu'un éducateur, enfin un professeur qui a un rapport musical, une relation musicale avec les enfants, quel que soit leur âge, se met à la portée des enfants et le savoir cognitif va beaucoup mieux passer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait installer, que les gens comprennent. La musique offre cette relation de complicité bienveillance qui permet aux apprentissages cognitifs de passer beaucoup mieux. Tant qu'on est dans une relation très dure comme on a actuellement dans l'éducation, je pense qu'on travaille contre la structure de notre cerveau, du cerveau des enfants. Donc ça, c'est vraiment mon enjeu de recherche et on veut montrer, on a plusieurs projets, dont le projet Bonne Note à Paris et projet Un violon dans mon école aussi à Paris. Et à côté de ça, oui, il y a un travail de médiation, c'est-à-dire qu'il faut que la société comprenne qu'il y a un outil merveilleux qui est la musique qui peut nous aider à relever des grands défis de société pour la santé, pour l'éducation, mais aussi pour le monde de l'entreprise. Les gens écoutent de la musique au travail et que ça serait vraiment dommage de cantonner la musique à une activité de divertissement qu'on va écouter le samedi soir et puis c'est tout, ou dans sa voiture ou pour les jours de fête. La musique est là tout au long de nos vies, dans tous les contextes et notamment quand c'est dur. Alors,
Quel a été votre chemin? Qu'est-ce qui vous a conduit à faire de la psychologie cognitive? Ah, sans doute la musique. En fait, lorsque j'étais étudiant, j'étais très intrigué des recherches qui étaient faites en musique contemporaine et du fait que notre cerveau avait du mal à suivre. Et donc, ça m'a intrigué. Pourquoi notre cerveau n'arrive pas à comprendre cette musique? Donc, je me suis rapproché de l'IRCAM, qui est un grand institut de recherche sur la musique, et aussi des études sur comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent nos capacités cognitives, comment elles se développent. Et j'étais aussi intrigué de savoir s'il y avait que les musiciens qui étaient capables d'entendre la musique ou si Monsieur Tout le Monde avait des capacités pour la musique, comme on a des capacités pour le langage. Donc ça m'a conduit naturellement à faire de la recherche tout en étant moi-même actif en musique. Donc j'étais un petit peu ce qu'en sciences humaines on appelle un observateur participant. J'étudiais l'objet que je pratiquais en tant que musicien et c'était vraiment génial et j'ai gardé cette activité tout au long de ma vie. Je le regrette pas. Alors, j'imagine que les neurosciences, maintenant, sont devenues un apport important dans votre discipline. Ça a tout révolutionné. En fait, tant qu'on n'avait pas l'objectivation neuroscientifique, les gens nous disaient « mais vous êtes de doux rêveurs, la musique ça plane à 4000, c'est des plaisirs qui disparaissent ». Et une fois qu'on a vu que finalement le système de la récompense répond à la musique, produit de la dopamine en réponse à la musique, les réseaux neuronaux qui sont impliqués dans la musique sont proches de ceux du langage. Lorsqu'on a vu que la musique pouvait être un outil pour la rééducation, on s'est dit mais c'est tout à fait autre chose. Et on a été amené à se demander mais quelle est la raison d'être évolutionnaire dévoulée de la musique? Est-ce qu'elle n'aurait pas joué un rôle avant le langage essentiel pour l'humanité dans la prise en charge des bébés, la régulation des émotions? Et donc on a découvert une problématique qu'on n'aurait jamais osé ouvrir parce que beaucoup trop spéculative si on pouvait pas s'appuyer sur les évidences du neurone. Alors quels conseils donneriez-vous pour que notre cerveau swing au mieux? Est-ce qu'on peut penser aussi que cette à une future discipline de neuroéducation musicale? Oui, ça serait super. On aimerait bien. On aimerait, par exemple, vous voyez, parfois, là, je me demande, est-ce que tous les enfants ont eu la chance d'avoir des parents qui leur chantaient des berceuses, etc. Et c'est vraiment une question difficile à poser sur le plan éthique, mais on aimerait que les gens comprennent qu'il faut chanter, il faut avoir une relation musicale avec ses enfants, avec ses proches, que les instituteurs, que les gens qui travaillent dans le monde de la petite enfance comprennent qu'en se mettant, qu'en se musicalisant, on se met à la relation émotionnelle de l'enfant, et c'est ça dont il a besoin. Il faut qu'on sorte, nous, de notre relation d'adulte à l'enfant. L'enfant a besoin d'une personne émotionnelle. Donc ça, c'est vraiment important. Et on peut également, dans le domaine du soin, faire valoir toute l'importance de ces contacts, à nouveau pour les mêmes raisons, de bienveillance, de respect de la personne, de respect de l'humanité. Et chanter à quelqu'un qui souffre, c'est vraiment lui faire un signe qui est autre qu'un soin cognitif, technique et froid. Et quelqu'un qui souffre a besoin de chaleur, pas de choses purement techniques. Alors, nous terminons. Déjà, nous vous remercions d'avoir pris le temps de venir discuter. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. C'était Lumière sur la perception de la musique par notre cerveau avec Emmanuel Bigon, professeur à l'Université Bourgogne-Europe et chercheur au laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement à Dijon.